J'ai l'insigne privilège, en tant que coordonnateur, quoi qu'ils disent, coordonnateur général adjoint de l'OMRH, de lancer conjointement avec le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales et avec l'appui financier et la facilitation de Local Plus, cet atelier sur les collectivités territoriales. Permettez-moi de rappeler que la décentralisation est l'une des principales composantes de la réforme de l'État et figure au nombre des mécanismes visant à instaurer un régime basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale. Pour y parvenir, il faudra travailler à l'adoption d'une politique nationale de décentralisation visant à renforcer les structures administratives des collectivités territoriales existantes, comme les communes et les conseils d'administration des sections communales CASEC, en attendant que les autres prévus par la Constitution. Cela exige aussi l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques s'inscrivant dans le cadre des efforts de l'administration centrale à renforcer les capacités des services territorialement déconcentrés de l'État afin d'offrir des services de qualité et de proximité à la population. Il est d'une extrême importance d'associer le couple déconcentration et décentralisation. Souvent, on insiste d'abord sur la décentralisation, mais n'ayant pas fait l'expérience de la déconcentration, il devient de plus en plus difficile d'appliquer la décentralisation. Or, c'est une nécessité absolue de l'appliquer. Donc, nous devons, en termes d'administration centrale, faire l'expérience de la déconcentration pour prendre l'habitude, ayant fait l'expérience de la déconcentration, de changer notre façon de voir la notion de chef, et en faisant cette expérience, il sera certainement plus facile de passer à la décentralisation. Donc souvent, on insiste moins sur ce couple, mais le couple déconcentration et décentralisation est d'une extrême importance. Mesdames, Messieurs, vous convenez avec moi que l'un des principaux défis de la décentralisation réside dans la problématique de son financement. En effet, la mobilisation soutenue des ressources financières substantielles reste l'élément déterminant de la mise en œuvre de toute politique nationale de décentralisation. Une telle politique doit traduire l'engagement de l'État à travers le budget national en tant qu'instrument de mise en œuvre de politiques publiques et de l'ensemble des acteurs à opérer une meilleure allocation des ressources pour assurer un financement pérenne des collectivités territoriales et de l'espace public local en général. Or, s'il est vrai qu'au cours des 20 dernières années, l'État a manifesté certaines volontés de prendre en compte les collectivités territoriales dans le budget national, force est de constater que cet effort se révèle à la fois limité et non systématique, et l'action des acteurs n'a pas été coordonnée. Pour crédibiliser le système, il nous faut prendre l'habitude de prévoir, de planifier et de publiciser surtout les résultats obtenus par le fait du financement. Certaines communes, notamment celles partenaires du projet Local Plus, ont reçu un appui leur permettant d'élaborer un document de référence de projets prioritaires identifiés à partir
un processus participatif incluant les autorités, les cadres et les structures organisées de la société civile. La mise en œuvre de ces projets dépend généralement du cofinancement à partir des ressources limitées des communes, de leurs partenaires, des communautés bénéficiaires, etc. À cette phase, il apparaît opportun de s'assurer que les fonds alloués puissent intégrer l'ensemble des ressources disponibles et prévisibles. C'est en ce sens, mesdames et messieurs, que cet atelier de travail a été conçu par l'Office de management et des ressources humaines et le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales sur le financement des collectivités territoriales. Il vise à renforcer les capacités financières des communes afin d'offrir des services de qualité et de proximité aux citoyens dans le cadre d'une reddition de comptes. Mesdames, Messieurs, tout cela ne sera possible qu'en encourageant d'abord la création d'un espace de dialogue entre les autorités de l'administration centrale à travers les ministères sectoriels, celles des collectivités territoriales, des acteurs et parties prenantes pour l'identification des projets prioritaires des communes et la recherche et l'établissement ensuite des mécanismes de financement dans le cadre des résultats souhaités. Mesdames, Messieurs, les résultats de cet atelier de travail doivent aboutir à un engagement de l'État à œuvrer pour une harmonisation du développement territorial à travers le financement effectif des collectivités territoriales. Je vous remercie et vous souhaite un beau travail. J'éprouve ce matin un immense plaisir à ouvrir, au nom du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, cet atelier de réflexion, d'échange et de consultation pour profiter de l'expérience, des connaissances et des responsabilités de chacun d'entre vous, de vos institutions respectives, en vue de renforcer les capacités financières des communes. Il s'agira plus spécifiquement d'identifier pour 2016-2017 les mécanismes de financement des collectivités territoriales à travers le budget de l'État. Ma joie est d'autant plus grande que nous sommes dans un exercice d'anticipation et de concertation inhabituel pour un système financier faisant l'objet de critiques partagées révélatrices de ses insuffisances. C'est un pas vers la création d'un espace de dialogue entre les autorités publiques sur le financement des collectivités territoriales. Par exemple, le comité des finances locales, comme il en existe dans d'autres pays. Déjà, je vous remercie vivement pour votre participation à cet atelier et tiens tout particulièrement à remercier l'OMRH et le projet Local Plus de l'USAID qui ont contribué à sa réalisation. Pour le ministère de l'Intérieur et pour chacun d'entre nous réunis dans cette salle, la décentralisation constitue un enjeu ou alors une réalité quotidienne à laquelle les autorités locales doivent faire face à travers les sollicitations récurrentes de la population locale. Celle-ci a besoin d'aide, a besoin d'écoles, d'infrastructures sanitaires, de systèmes de gestion de déchets, etc. Autant de services d'intérêt que les collectivités peuvent et doivent pouvoir apporter. Et force est de constater que malgré la faiblesse de leurs ressources, les municipalités demeurent présentes auprès des communautés pour écouter et parfois répondre à leurs besoins. Depuis l'adoption de la Constitution de 1987, les municipalités ont évolué et progressé en dépit de nombreuses contraintes entourant leurs actions. Le développement humain, urbain et la croissance démographique entraînent une croissance très rapide des besoins. Ce simple constat mène très naturellement à une prise de conscience de la maturité croissante des territoires et de leur capacité à alimenter pertinemment les débats autour de la gouvernance locale.
Aujourd'hui, les actions du ministère s'inscrivent dans cette dynamique de développement de capacité de maîtrise d'ouvrage, même s'il faut admettre que la cause majeure du déséquilibre budgétaire des collectivités provient du transfert à ces collectivités d'importantes compétences porteuses de lourdes charges financières sans qu'elles soient en mesure de mobiliser des ressources locales propres en proportion des besoins financiers. Les collectivités territoriales dépensent en moyenne moins de 300 gouttes par an par personne à la fois pour leur fonctionnement et pour leur investissement. En clair, il existe une discordance certaine entre les compétences décentralisées et les moyens tant humains que financiers dont disposent les collectivités territoriales. Tout le monde admettra ici avec moi que l'un des freins au développement des communes, et certainement le plus important, réside dans la faiblesse de leurs ressources qui constitue un obstacle fondamental à la fois à l'harmonie financière et à leur action en faveur de l'offre des biens publics locaux. Pourtant, il apparaît évident que ce sera par le renforcement des capacités des collectivités territoriales en partenariat avec l'État, en tenant compte de leurs spécificités locales et de leurs moyens que nous parviendrons à assurer un développement pérenne de celles-ci. Depuis une dizaine d'années, conscient qu'il était nécessaire de renforcer les administrations municipales chargées d'assurer la gestion du territoire, le MICT a mis l'accent sur le recrutement, la formation et l'installation de nouvelles ressources humaines. Dans cette dynamique, les finances locales placées au cœur du dispositif ont été les premiers à avoir 140 comptables payeurs formés et installés dans 140 communes de la République. Ce dispositif, complété par l'installation de contrôleurs financiers territoriaux dans chaque arrondissement et d'un coordonnateur départemental dans chaque délégation, a permis d'obtenir des budgets communaux avant le lancement de chaque nouvel exercice et le suivi de leur exécution. Fort de cette expérience, le MICT a décidé d'étendre ses programmes de formation à d'autres postes jugés essentiels pour le bon fonctionnement de la municipalité. C'est en ce sens que le programme d'intervention PI a vu le jour. À un autre niveau, depuis quelques années, l'État haïtien agit pour mobiliser et augmenter les revenus disponibles au niveau local. Des efforts considérables ont été consentis pour augmenter les dotations de fonctionnement accordées aux communes. Depuis 2009, les allocations moyennes de fonctionnement des communes n'ont cessé d'augmenter pour atteindre aujourd'hui les 4 millions de gouttes l'an, et soit 100% durant ces 3 dernières années en passant de 2 à 4 millions. Il en est de même pour l'investissement local à partir des fonds du Trésor public, les fonds communaux, et du Fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales communément appelé FGDCT. D'autres efforts ont été déployés dans l'accompagnement à la mobilisation fiscale, mais cet exercice reste très limité dans la majorité des communes qui connaissent une activité économique faible et un taux de chômage élevé. Ces initiatives et ces efforts ne représentent qu'une réponse partielle à la problématique de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Il faut indubitablement trouver d'autres sources de financement en complétant des recettes locales et des contributions au FGDCT. C'est à ce titre que le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, appuyé par le ministère des Finances, a défini la réforme des finances locales comme l'un des axes prioritaires de sa stratégie visant à renforcer les capacités des collectivités territoriales haïtiennes. L'autonomie recherchée par les communes passe par le financement en maîtrise d'ouvrage, par l'appui à la mise en œuvre des politiques sociales, mais également par la solidarité avec les collectivités territoriales. Toute politique d'État a besoin du relais et de l'action des collectivités territoriales. L'atelier de ce matin doit contribuer à ces réflexions et rapidement les résultats pourront se traduire par l'incitation des ministères sectoriels à inscrire dans leur budget des dotations au profit des collectivités territoriales, mais également par des propositions concrètes
de matériaux juridiques et législatifs permettant de faire évoluer le cadre de la gouvernance territoriale en matière notamment de transfert de ressources et de fiscalité locale. Tel est le sens de la démarche qui nous réunit ce matin. Je vous remercie. J'aimerais tout d'abord remercier l'ONRH, le ministère de l'Intérieur, Local Plus et les autres organisateurs de cet événement. Ça répond bien à ce qui se passe actuellement dans le pays, puisqu'on parle de budget rectificatif et le ministère des Finances a annoncé récemment, je crois le vendredi 13, si je m'appelle, qu'on est en train de préparer le budget pour l'exercice fiscal 2016-2017. Trop souvent, on parle de budget dans ce pays et ça reste dans les officines ou encore au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. On ne peut pas faire de politique sans budget. C'est dommage que jusqu'à présent, je n'ai pas entendu les partis politiques réagir sur le budget rectificatif. Et le débat également est pas un niveau trop élevé lorsqu'on voit ce qui se passe. Pourquoi on devrait avoir des activités au Parlement pour discuter du budget? Dans tout pays normal et sérieux, dès qu'on dépose un budget, je peux vous garantir, la vie s'arrête et on discute de cela. Tous les intérêts du groupe se retrouvent à travers le budget de la République. On parle aujourd'hui de financement local, mais rassurez-vous que je ne vais pas débuter mon exposé avec la finance. Parce que sachez que l'économie et la finance doivent être au service de la politique. Tout est politique. Quelle vision? Quelle politique publique, comme on a si bien dit, pour qu'on puisse avoir des résultats positifs, car le budget ou encore le financement ne représentent que des outils et des instruments qui doivent être au service de l'amélioration du capital humain. Ceci dit, je vais commencer ma présentation avec ces slides. Vous devez savoir que nous venons de signer en septembre 2015 les objectifs de développement durable. En 2000, Haïti avait signé avec quelques 193 pays les objectifs du millénaire pour le développement. Et le principal objectif, c'était de réduire de moitié la pauvreté dans le monde, puisqu'Haïti avait signé. Donc on avait pris l'engagement de réduire de moitié la pauvreté en Haïti. Nous étions en 2000. Et 2012, lorsqu'on a fait le bilan, on a retrouvé quelques 58% de la population en situation de pauvreté et 25% en situation d'extrême pauvreté. On n'a pas respecté cet engagement. Mais on a signé quand même en 2015 pour 2030 d'éliminer la pauvreté dans le monde, et comme Haïti fait partie du monde, donc d'éliminer la pauvreté en 2030. Qu'est-ce qu'on a noté? La raison pour laquelle les résultats n'ont pas été beaucoup plus intéressants au niveau des OMD, parce qu'il y avait une concentration, pour retrouver le terme de M. Verdier, au niveau du gouvernement central. Et ce n'est pas seulement en Haïti. Donc on n'avait pas mis le focus sur les gouvernements locaux. Et ce résultat, ce qui a été obtenu, est accepté par les Nations Unies, qu'on aurait dû descendre à un niveau inférieur. Et c'est la raison pour laquelle, s'il y a des directeurs généraux, s'il y a des maires dans la salle, sachez que, avec les objectifs de développement durable, on demande qu'il y ait une plus forte implication des gouvernements locaux. Donc nous sommes, au moment où nous parlons, à un moment historique pour la gestion des collectivités locales. Vous allez avoir des responsabilités plus grandes. On ne peut pas atteindre les objectifs de développement durable sans une plus forte implication des gouvernements locaux. Donc ce n'est pas d'abord le budget, ce n'est pas d'abord l'argent, mais quelles sont les responsabilités des nouveaux maires qui entrent en poste qu'ils vont avoir au cours des 15 prochaines années. Et si on rate les 5 prochaines, le premier mandat, je peux vous garantir qu'il sera difficile d'obtenir des résultats positifs en 2030.
Donc, voyons rapidement, voilà l'objectif numéro 1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. Donc, on n'a qu'à retirer monde et mettre Haïti. Donc, il faudra éliminer la pauvreté sous toutes ses formes en Haïti. C'est ça l'engagement d'Haïti. Objectif numéro 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. C'est le deuxième objectif de développement durable dans les 17 ODD. Haïti a pris cet engagement, donc il revient au maire de sa commune, à travers les différentes sections communales, d'avoir diagnostic quelle est la situation de la faim aujourd'hui. Le document préparé par la CNSA qui donne les communes en situation d'insécurité alimentaire, aiguë également, un maire qui se respecte, qui veut atteindre ses objectifs, devrait savoir où se retrouve la pauvreté, les zones rouges, les zones vertes et jaunes en quelque sorte. Troisième objectif, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Donc la santé, donc un maire devrait savoir l'indice de mortalité infantile, l'indice de mortalité maternelle. Ces données, vous devez les avoir pour que vous puissiez prendre des décisions. Quatrième objectif, assurer l'accessibilité de tous. Ça, c'est l'objectif de l'éducation. Et pas simplement de manière quantitative, mais l'aspect qualitatif de l'éducation. Ça, c'est l'objectif numéro 4 avec l'éducation. Donc, le maire doit savoir combien d'écoles qu'il y a au niveau de la commune, au niveau primaire, fondamental, et le maire devrait s'assurer également est-ce qu'il y a l'enseignement technique et l'enseignement universitaire, pas obligatoirement dans sa commune, mais dans l'aspect d'intercommunalité. 5. Parvenir à l'égalité des femmes et des hommes, l'équité du genre. Tout ça encore sont des informations pour savoir est-ce qu'il y a la discrimination par rapport aux femmes dans votre commune. 6. Garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau. Est-ce que si je demande à un maire aujourd'hui combien de personnes avaient été atteintes par le choléra dans votre commune, est-ce qu'il est au courant de cette information? Choléra et eau, il y a une corrélation extrêmement importante. Donc, vous voyez la base de données qu'il faudra avoir au niveau de la commune, avant même de parler combien d'argent. Vous devez connaître le problème, ensuite l'argent vient. Numéro 7, garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. La situation énergétique au niveau de votre commune. Combien de personnes ont accès à l'énergie? Également les énergies renouvelables. 8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. C'est le problème mondial, à savoir le chômage au niveau des jeunes. Et lorsque vous l'ignorez, ça peut vous coûter extrêmement cher, le problème de délinquance, le problème d'insécurité dans votre commune. Objectif numéro 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourage l'innovation. Donc, le directeur général parlait tantôt de l'aspect économique. Donc, le maire n'est pas là simplement pour atteindre les défis sociaux, mais le maire doit pouvoir attirer également de sa commune des investissements. Il doit y avoir une commission, une unité de développement économique au niveau de la commune ou encore au niveau de l'administration communale. Car sans argent, il sera extrêmement difficile d'atteindre des résultats. Objectif numéro 10, réduire les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre. On parle en général de pays riches et pays pauvres, mais à l'intérieur de votre pays, il y a également des zones riches et des zones pauvres. Ce n'est pas moi qui l'ai établi. Il y a une catégorisation faite par le ministère du Plan sur les départements où l'extrême pauvreté est extrêmement élevée. Numéro 1, le département du Nord-Est, c'est le département où il y a le plus de personnes en situation d'extrême pauvreté. Numéro 2, le département du Nord-Ouest. Numéro 3, la Grande-Anse. Numéro 4, le Nord. Numéro 5, le Centre. Ce sont des chiffres
que vous devez avoir comme maire sur le plan départemental, mais ramener également au niveau local. Car si vous avez 5, 6, 7 sections communales, vous devez pouvoir déterminer également quelles sont les sections communales les plus pauvres en quelque sorte. Donc, ceci nous permettra d'avoir une idée pour, lorsqu'on va parler de budget, les allocations, où ça va se faire. Sinon, ça posera de sérieuses difficultés pour pouvoir atteindre le développement. Et durable, n'oubliez pas. Objectif numéro 11, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. J'entends encore des gens, ce n'est pas des moindres, des candidats nous dire que 60% de la population haïtienne vit dans le monde rural. C'est parce que l'IHSI nous donne comme information. Aujourd'hui, nous avons 52% de la population haïtienne vivant dans le monde urbain. Donc cette partie urbaine devient de plus en plus complexe à gérer et tout maire devrait avoir un plan d'urbanisme. Sinon, le urbain, le rural qui cohabite avec l'urbain, ça va poser de sérieuses difficultés et ce ne sera pas facile d'obtenir des résultats positifs. Donc l'urbanisme, c'est un problème important également. 12. Établir des modes de consommation et de production durables, à savoir comment nous allons gérer les forêts, comment nous allons nous occuper de l'environnement. On voit comment on paie très cher la mauvaise gestion. Numéro 13. Prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions. COP21. Il y a un moment où nous parlons, on devrait voter au niveau du Parlement haïtien sur le COP21, ce qui n'a pas encore été fait. Et Haïti est en train de perdre des opportunités à travers COP21. Donc, tout maire devrait s'intéresser à COP21 car on peut obtenir des financements à ce niveau-là également. Ça ne va pas représenter une langue étrangère comme le chinois ou le japonais pour un maire. Donc, il devrait y avoir une commission sur l'environnement au niveau de l'administration municipale. 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources maritimes aux fins du développement durable. Vous ne savez pas ce que ça coûte à un pays de ne disposer pas de ressources maritimes. C'est ce qu'on appelle de l'OC. Et ça coûte extrêmement cher. Haïti a la superficie de la Belgique, mais un littoral aussi important que la France. Vous n'imaginez pas ce que l'on pourrait faire avec les ressources maritimes de ce pays. On se bat pour la terre, mais la mer ne nous intéresse pas. Et je ne cesse de répéter, c'est peut-être l'un des rares pays où nous donnons d'eau à la mer. Si vous allez dans un hôtel dans les pays les plus avancés, ça vous coûtera beaucoup plus cher pour avoir une chambre et regarder la mer que de regarder le mur. Et nous, étant des cailles, je sais bien ce qu'on fait de cet espace du littoral lorsqu'on donne d'eau à la mer. Ça peut rapporter considérablement et l'administration municipale devrait avoir une commission s'occupant de tout ce qu'il y a comme ressources maritimes, je pourrais dire. Et les ports qui peuvent donner de sérieux avantages, car sachez, 1 kilomètre de route coûte 1 200 000 $ américains, l'un des plus chers dans la Caraïbe, tandis qu'un kilomètre de mer ne coûte pas 1 centime. Il nous faut retourner à avoir des relations avec la mer et ça peut nous permettre de faire un développement régional et communal beaucoup plus intéressant. 15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres. Donc c'est encore tout l'aspect environnement. J'en parlais tantôt. Et vous savez que lorsque il n'y a pas un bon traitement des bassins versants, ce que ça peut coûter au niveau du littoral. Donc c'est toute une chaîne. Donc en ignorant l'amont, en aval, on paie extrêmement cher. Et lorsque l'agriculture n'est pas bien faite, qu'est-ce qui se passe? Le paysan ayant terminé avec la montagne descend
en ville vers le littoral pour attendre sa mort, car n'importe quelle inondation, ça peut coûter extrêmement cher. 16. Promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins de développement durable, assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. L'atelier qui se réalise ce matin, ce n'est pas simplement une affaire de financement, c'est beaucoup plus que ça. C'est tout le monde de la gouvernance au niveau local. Et M. Verdier en parlait tantôt, différence entre déconcentration et décentralisation. Est-ce que nous avons les ressources administratives, l'administration publique locale, pour gérer ces grands défis? Donner l'argent à quelqu'un et ne pas apprendre à cette personne comment gérer l'argent, c'est tout simplement un candidat pour s'endetter de manière considérable. On ne peut pas accorder des fonds importants aux mairies si on ne met pas une gouvernance solide pour pouvoir gérer ces fonds. Donc ça va beaucoup plus loin que le financement. Et finalement, l'objectif numéro 17, qui serait renforcer les moyens de mettre en œuvre le partenariat mondial pour le développement durable et le revitaliser. Les maires ont la possibilité également de faire des jumelages avec d'autres villes, avec d'autres zones. Le maire n'a pas à demander le droit, l'autorisation au Premier ministre, au président, pour faire quelque chose au niveau de sa commune. Et le président doit savoir, ce n'est pas son travail d'aller inaugurer des marchés, des bretelles de route. Mes amis, c'est une discipline que vous pratiquez, il y a des règles, chacun doit jouer son rôle. Lorsque l'un va marcher sur le pied de l'autre, relation député avec maire, sénateur avec maire, eh bien, on n'aura pas de résultats positifs. Donc, voilà les 17 objectifs et j'espère que tout employé d'administration municipale va pouvoir comprendre ces objectifs, car on commence au niveau planétaire. Haïti s'est engagé à travers cet objectif. Donc, ça, c'est le niveau le plus élevé. Mais penser global, agir local. Le gouvernement central a pris cet engagement. Maintenant, il faudra arriver à un deuxième niveau. C'est des objectifs planétaires. Quels sont les objectifs nationaux? Le plan stratégique de développement d'Haïti. Le gouvernement central devait remettre à chaque municipalité, voilà l'engagement qui a été pris après le tremblement de terre et, quelle coïncidence, encore 2030. Donc, comment aligner le plan stratégique au plan de développement durable mondial? Donc, sans entrer dans les détails, ce petit document qui est disponible sur Internet, et j'en suis sûr que Local Plus serait trop content de vous faire avoir, chaque maire devrait l'étudier et comprendre les engagements qui ont été pris au niveau national. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans les prochaines heures, les prochains jours, pour ceux qui veulent nous diriger au niveau communal. Donc, ce plan de stratégie, sans entrer dans les détails, donc ça c'est le pays. Vous devez savoir également cette géographie des risques. Quand il n'y a pas que des opportunités, il y a de sérieuses menaces. Un maire qui se respecte devrait avoir également, prenons par exemple la commune du Cap-Haïtien, on parle tellement de tremblement de terre ces jours-ci, est-ce que la mairie dispose d'un plan de contingence? Je ne pense pas, puisque très souvent, n'importe quelle inondation de 2-3 jours qui vient au Cap, mais au Cap là, courir les Port-au-Prince, bon mon coup de main. Donc si on n'est pas capable de gérer inondation, comment on va gérer tsunami? Donc si l'équipe, il y a une équipe qui s'appelle au Cap Real, est-ce que Real du Cap peut jouer avec Real de Madrid? Est-ce qu'ils sont prêts? Ils jouent au football, c'est le même principe, mais est-ce que vous êtes prêts pour faire face? Et c'est exactement ce qu'on demande à la population capoise si elle n'est pas dirigée par un maire et un plan, au cas où il devait y avoir, et il va y avoir ce problème. Comment vous allez réagir? Donc sans entrer dans les détails, je vous recommande également cette carte qui est une carte d'importance. Vous voyez les failles, vous voyez également
les cyclones, mais regardez, tout ce qu'il y a d'extrêmement rouge dans ces cartes, ce n'est ni l'or, ni l'argent, ni l'uranium, ni le pétrole. Ce sont les bassins versants que nous avons détériorés de manière considérable. Donc, comment, au niveau de la mairie, avoir ce plan de désastre pour pouvoir apporter les premiers soins en cas de problème? Là encore, c'est le plan stratégique de développement d'Haïti que vous devez bien comprendre comment le gouvernement a redéfini, après le tremblement de terre, comment placer les investissements à travers le pays. Après 2010, on a finalement compris qu'on a mis tous nos œufs dans un seul panier, puisque un tremblement de terre sur un espace qui s'appelle le département de l'Ouest en particulier, nous avons perdu 100% du produit intérieur brut. J'aime dire que si le tremblement de terre avait frappé Mol Saint-Nicolas, aujourd'hui, on n'en parlerait plus, car il n'y a ni infrastructure, ni habitants pour tuer au Mol Saint-Nicolas. C'est parce que ça avait frappé le centre névralgique du pays. Et c'est ainsi qu'on a pu comprendre qu'il faudra décentraliser, pas simplement l'aspect personne, mais aussi l'économique. Et vous allez voir ici, donc chaque mairie qui se respecte, je sais que Local Plus a aidé certaines mairies, toute mairie qui se respecte devrait avoir un document en main pour dire voilà le plan de développement communal. Vous avez accès au plan planétaire, vous avez avoir le plan stratégique, mais où se trouve votre plan de développement communal aligné sur les deux grands plans en quelque sorte. Tout ce que vous aurez à faire, n'allez pas réinventer là où, tout côté nous Haïti là, écrit Caracol, écrit baie de Haine, écrit Montbec-Cochu, écrit en Safoleur, car ça vous donnera une idée exactement pourquoi avoir un plan. Et ce plan ne doit pas être réalisé au niveau de la primature, car le Premier ministre ne sait pas ce qui se passe à la réouverture de la commune de Baie-de-Haine. Ça doit être local, ça doit être participatif. On doit encourager la participation de la société civile. Donc, quelle vision pour Haïti, quelle vision pour votre commune, quelle stratégie de développement pour le pays, sur quels choix fondamentaux repose la refondation d'Haïti et les 4 piliers. La refondation territoriale, la refondation économique, la refondation sociale et la refondation institutionnelle. Vous voyez, je n'ai pas encore parlé d'argent, l'argent vient après. Quelle est votre vision pour votre commune? Quelle refondation? Quand je suis sûr, tout ce qui se passe dans le pays se retrouve au niveau local. Nèg dans mon capot tu vas plein, nèg à Port-au-Prince tout pas toute bagaille de mettre au Port-au-Prince. Cap Haïtien fait la même chose par rapport aux 18 communes. Quand Cap Haïtien avec 54 km², l'une des plus petites communes dans le département du Nord, avec plus de 270 000 habitants, avec plus de 5 000 habitants au kilomètre carré, pour une zone qui attend un tremblement de terre. Alors que Boyne n'a que à plus que 200 km², on pourrait prendre 4 Cap Haïtiens dans la commune de Boyne, aller voir la population de la commune de Boyne. Donc il faut repenser non seulement Haïti sous sa forme globale, mais également les départements et les communes en quelque sorte. Donc voilà les 4 refondations. Et n'oubliez pas, le 4e pilier, c'est le pilier le plus important pour les maires dans la salle, c'est la refondation institutionnelle. Les autres, ce sont des hard. Vous avez un ordinateur, il y a l'aspect hardware. Mais il y a quelque chose que vous ne voyez pas, l'aspect software. Je ne dirais pas c'est plus important, mais sans le software, vous n'avez pas d'ordinateur. Donc, sans des mairies, des gouvernances solides au niveau local, on ne va pas atteindre non seulement les objectifs au niveau communal, et on ne pourra pas aider le pays au niveau national, et on ne peut pas parler des objectifs de développement durable. Donc, voilà un peu les 10 questions. Donc, vous devez avoir votre document, essayez de simplifier pour que la population puisse acheter ce que vous allez vendre. Car un maire, c'est un leader. Un leader, ça vend des idées, ça mobilise les gens. Mais dans l'opérationnel, je peux vous garantir, il y a des gens pour les offrir, il y a des compétences, il y a des professionnels pour faire ce travail. Voilà comment on a simplifié avec la grande vision, faire d'Haïti un pays émergent en 2030,
les 4 grands chantiers, les 4 piliers, et vous voyez, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas commencé à parler de chiffres. Car la dernière partie, c'est là où nous allons retrouver le financement. Il faut la vision, il faut les piliers, ensuite, où va-t-on trouver l'argent pour réaliser ce travail en quelque sorte. Là, j'aurais pu rester quelques minutes sur ce tableau que nous faisons dans ce travail de compétitivité pour essayer de comprendre Haïti par rapport au reste de la Caraïbe en compétitivité. Ce terme doit intéresser également les maires. Avant de parler de budget, quel est le niveau de compétitivité de chaque commune? Regardez les résultats économiques, les performances économiques de 4 pays de la région. Haïti, République dominicaine, Jamaïque, Trinidad et Tobago. Haïti avec une population de 10,5 millions, ex-aequo similaire avec la République dominicaine, 10,5. Jamaïque n'a pas 3 millions d'habitants, 2,8. Et regardez Trinidad qui a moins d'habitants que le département de l'Artibonite. Il y a plus d'Artiboniciens que de Trinidadiens. Retirez le département de l'Artibonite et placez ça dans la Caraïbe, vous avez une puissance caribéenne, au niveau population, bien sûr. Regardez les résultats. La performance économique d'Haïti, en une année, le PIB, 8,7 milliards de dollars américains, chiffre de 2014. Regardez la performance de la République dominicaine, 64,6 milliards de dollars américains pour la même force active de travail, en termes quantitatifs, 4 millions de personnes. Regardez la Jamaïque. Si on invite tous les Jamaïcains, pas quitter Youn, faites tout venir en Haïti. Nous n'avons pas besoin d'occuper tout l'espace pays, dans la zone métropolitaine, on a pour recevoir tout le monde. C'est 2,8 millions. Comment 2,8 millions d'habitants, avec une force active normalement inférieure à 1 million, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, les bébés, les enfants et les plus âgés, arrivent à faire à peu près 2 fois le PIB d'Haïti. Si on devait prendre la Jamaïque en termes de superficie, ça remplirait seulement 2 départements dans le pays, l'Ouest et l'Artibonite. Comment ils arrivent à avoir 2 fois le PIB d'Haïti? Et Trinidad et Tobago, avec 1,4 million d'habitants, arrive à dégager 28,8 milliards de dollars américains de produits intérieurs bruts. Ils ont certainement le pétrole, mais il y a des pays qui ont le pétrole qui sont pauvres. Donc, c'est tous ces éléments à prendre en considération, à savoir comment nous allons gérer l'espace, comment nous allons organiser les communes, car ce n'est pas le président ni le Premier ministre qui pourront nous assurer une croissance économique et un développement important. Les maires, les communes doivent s'appliquer, l'intercommunalité. Le faux débat qu'il y a actuellement, les affaires de Montrouy et d'Arcaïe, on peut donner à Montrouy son pouvoir d'être une commune. Maintenant, c'est l'intercommunalité et il y a un modèle qui se réalise actuellement que les maires de la salle devraient pouvoir réaliser en quelque sorte. Donc voilà la performance et les résultats. C'est la raison pour laquelle le revenu per capita en Haïti est inférieur à 1 000 $ américains. On demande à certains membres de la population de vivre avec 833 $ américains en 12 mois. Et vous regardez la République dominicaine, 6 000 $ américains, Jamaïque 4 926 et 20 000 $ américains pour Trinidad. Donc il faudra repenser, réinventer l'espace économique haïtien, redéfinir les contours économiques. On peut parler d'arrondissement en termes politiques, en termes administratifs, mais on parle d'intercommunalité, de cluster. Il y a toute une réflexion qui se fait à l'heure actuelle dans le monde, à savoir, ce n'est pas commune, département, mais c'est commune, région, commune et regroupement en quelque sorte. Donc avant de parler d'argent, il faudra que nous puissions mettre notre logiciel ici, qui est à seulement 2.0, il y a un informaticien. Voilà ça, il faudra savoir, ce n'est pas seulement un directeur technique, alors que le monde évolue avec un logiciel de 10, 11.0. Tant qu'on n'aura pas recalibré notre logiciel en termes de gestion du territoire, gestion d'espace, aménagement du territoire, mes amis, on peut mettre tout l'argent, tout l'or du pays, on ne va pas obtenir des résultats. Là, j'ai pris un graphe, puisqu'on parle de communes, et le travail que nous réalisons au niveau du groupe Croissance, qu'on appelle Analytics et Big Data, nous prenons les chiffres du ministère de l'Intérieur, nous prenons les chiffres de l'IHSI, et nous essayons de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des communes. Donc, c'est la population, on a le Cap haïtien là, avec plus de 70 000 habitants, mais vous allez voir que la commune du Cap haïtien
ne dispose pas d'1 million de dollars américains de ressources propres. Les spécialistes du ministère de l'Intérieur connaissent bien tout ce qu'il y a comme CFPB, comme patente. Donc, comment une commune du Cap-Haïtien, réputée comme la deuxième ville du pays, deuxième ville en quoi? Certainement pas en population. Deuxième ville en quoi? Certainement pas en captation de ressources propres. Donc, il faudra également redéfinir les caractéristiques pour dire qu'est-ce qui catégorise telle commune par rapport à telle autre. Comment 270 000 personnes ne peuvent pas générer 1 million de dollars américains? Regardez le CFPB au niveau du Cap-Haïtien. Donc, nous arrivons finalement au défi financier. Donc, comment mobiliser des fonds pour obtenir ces résultats? Donc, j'ai pris le Cap-Haïtien et par la suite, je ne vais pas rester sur là. J'ai pris les communes regroupées en termes de départements. Vous allez voir le département avec la population la plus faible. Ça, c'est bien ça. Population, c'est NIP. Vous allez voir ensuite Nord-Est, Grand-Est, Sud-Est, Nord-Ouest, Centre, Sud, Nord, Artibonite et l'Ouest. Donc voilà la redistribution de la population. Essayons de voir maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau de ressources propres. Donc j'ai pris les chiffres du ministère de l'Intérieur, consolidés par département, et je vais regarder les ressources propres au niveau des départements avec les différentes communes. Et le Nord-Ouest, regardez ça, je crois que c'est le directeur général qui parlait tantôt, combien d'argent qu'on dépense aujourd'hui pour les services publics dans les communes. Mais je dois savoir également combien d'argent qu'on collecte. Et regardez le département, soi-disant le plus important, nous dans le département de l'Ouest, on ne paie pas 500 gouttes, pardon, per capita. On ne paie pas 500 gouttes per capita. Et regardez ici, dans le Nord-Ouest, c'est inférieur à 30 gouttes. Mes amis, on demande des services à l'État et on refuse de mettre l'argent en poche. C'est comme si je venais ici à Marriott et à la fin de l'année, je dis, où sont mes dividendes? Après Marriott a regardé, il dit, bon, pas de côté 5 comme dans le business là. Qui dividende on peut demander là? Comment demander les dividendes si je ne suis pas actionnaire de la compagnie? On peut être habitant sans être citoyen. L'habitant, pas de vient fait là, on tombe là, on fait son habitant, c'est un bail même. Mais pour être citoyen, vous devez payer, mes amis. Et ce tableau indique clairement qu'on ne paie pas. Donc si vous ne payez pas, vous n'avez pas de droits. On n'a pas de devoirs envers vous. Et ça ne doit pas rester ici dans cette salle, messieurs, dames les maires. Ça doit descendre le plus bas possible, nous doit faire participation pour nous poser problème, discuter que mairie n'a pas bon côté pour prendre l'argent, Père l'Éternel pas voir l'argent descendre. Il faut que vous fassiez des activités économiques. Il faut que vous payiez vos droits CFPB. Donc si on ne fait pas, c'est extrêmement difficile d'obtenir des performances. Et là, j'ai mis la répartition du budget et j'ai pris le CFPB, vous allez voir les patentes et tout ce qu'il y a comme budget. Donc, si vos ressources propres sont faibles, et c'est là que vous allez demander à l'État central d'apporter beaucoup plus d'argent, et vous allez voir qu'il y a un département qui s'appelle les NIP. Vous regardez le niveau du CFPB pour le département, 6 millions de gouttes. Vous regardez le niveau de patate et vous regardez le budget. Le budget du département des NIP est inférieur à 2 km de route. 1 km coûtait 1,2 million de dollars américains. 2, bon 4,2, 4 par 60. Donc, essayez de voir, mes amis, quel service public, et le directeur général en parlait tantôt. Donc la réalité est forte et criante. Il faut que nous portions le bas le niveau pour être capable de comprendre les grands défis en quelque sorte. Donc sans rester dans les chiffres, j'aurais pu vous montrer tout ça, mais on n'aura pas trop de temps. Et ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je travaille beaucoup au niveau du budget central, puisqu'on parle du budget central. Nous, au niveau du groupe croissance, lorsqu'on nous donne le budget, on va d'abord dans les annexes.
C'est un ça qui est important. C'est même bagage, l'on peut aller dans la banque, si les fonds pas veulent dire, c'est lui qui est important pour vous. Donc, si vous voulez comprendre fonds quotité territorial, qu'est-ce que vous allez faire? Allez regarder combien de projets que vous avez dans le budget national pour votre département et pour votre commune. Et vous serez étonné, un petit peu difficile à voir, même pas capable de là, pour voir que très souvent, la plupart des investissements réalisés au niveau du pays, c'est dans les départements où la pauvreté est moindre. La grosse part du gâteau va certainement au Lyon, nous connaissons ce qu'il Lyon, pas vrai? Le département de l'Ouest, pas vrai? J'aime dire que Gombel Port-au-Prince, Gombel est Cap-Haïtien, capable de gagner une Wanamet, qui a gagné une Dame Marie, qui bel fait bruit que le président entendait. Ça va Port-au-Prince, pas vrai? Les belles Dame Marie a fait bruit, qui fait, il a une capacité pour le bloquer route. Bloquer route là, si vous voulez, pas un problème. Donc c'est ça également la politique. Et c'est la raison pour laquelle les budgets, vous devez les lire, les comprendre, les maîtriser. Et c'est dur qu'un honorable député ou sénateur, s'il faut un budget, est parfois capable de goûter le budget pour commune côté sorti là-dedans. Et me en pile, je m'a regardé député et sénateur à signer à parler en pile de budget sans pouvoir comprendre exactement les grands défis qu'il y a. Ceci dit, je voulais vous montrer ces chiffres et pour terminer, je vais tout simplement regarder le cas du Vietnam. Il va y avoir d'autres exemples, mais il y a un cas très intéressant, le Vietnam, sur l'aspect de décentralisation. Et ce qu'on appelle la décentralisation sur le plan fiscalité également. Pas le plan ni déconcentration, ni décentralisation, si nous ne côté comme la ville. C'est comme si on a décidé de marier. Après qu'on a fini de marier, après le moment papa, on va un petit cop pour moi. C'est grand, on a un caillou, sur une capacité pour faire ça. C'est dangereux, mes amis. Donc, cette décentralisation fiscale, eh bien, ça a pris au Vietnam 18 ans pour mettre tout ça en place. Et le grand point, c'est quoi? La décentralisation des dépenses. Si on adopte la loi de la décentralisation et les maires n'ont pas un centime pour dépenser, ça, ce n'est pas de la décentralisation. C'est de la théorie, sous papier. Constitution, on n'a pas de bonne belle bagarre là-dedans. Oh oui, tout le monde doit ça, mais si on n'a pas de service là, donc ça ne apporte rien. Deuxièmement, ce n'est pas simplement obtenir le droit de gérer l'argent, mais également lorsque vous demandez cette responsabilité, avant même de rendre des comptes, mais il y a également l'efficacité. Ce n'est pas dépenser pour dépenser. Est-ce que, à la fin de l'année, on va pouvoir analyser tout ce que vous avez fait? Est-ce que les résultats ont été atteints en termes d'éducation, de santé, d'environnement, d'accès d'eau potable? N'oubliez pas les 17 objectifs de développement durable, ainsi que le plan stratégique de développement. Troisième élément, c'est la performance des autorités locales. Quatrième élément, vous devez pouvoir obtenir la capacité de mobiliser des fonds, les recettes. Ce n'est pas attendre tout le temps que le gouvernement central vous apporte de l'argent. Vous devez générer des revenus dans votre propre communauté. Quatrième, plutôt, c'est les transferts, le fonds de gestion des collectivités territoriales. Vous avez droit et vous devez savoir comment défendre vos intérêts. Et dernier élément qu'on n'a pas cité ici, mais que vous avez également cette capacité, une mairie devrait pouvoir emprunter de l'argent, la dette. La dette. Si vous bien géré, ou bien un rapport qu'a fait, ou bien générer 10 millions de dollars américains, mais ça peut emprunter 1 million, 2 millions de dollars américains. On a tendance à ignorer ça. Vous serez majeur comme maire, c'est lorsque vous avez la capacité de mettre des bons municipaux, d'emprunter d'une banque, parce que vous générez des revenus. Ce n'est pas l'enfant. Gestion, on ne parle pas de quoi boire et mettre que déplacer, mais comment gérer la caille. Tous les programmes de PPP, partenariat public-privé en quelque sorte. Donc, c'est dit, il faut qu'il y ait une gouvernance solide, qu'il y ait, on parlait tantôt de contrôleur financier, non. On a besoin de gestionnaires, d'analystes financiers au niveau de la mairie. La comptabilité, mes amis, QuickBook, c'est là ça, on a pas de job qui va exister encore. On ne peut pas prendre un comptable même. Nous avons besoin de monde qui va venir pour le dire,
Mais capacité pour Mérim dans rentrer l'argent, quand il y a l'argent, ça va pas rentrer, hein? Mais qui service capable de bailler et analyser les données, donner de l'information, ce n'est pas juste à connecter les données après est-ce que ça a été. Non, l'audit financier, oui, mais et l'audit du management, mes amis. Et là, OMRH devient en première ligne. C'est comment l'OMRH peut vous aider à avoir une lettre A, B en termes de gestion pour que vous puissiez avoir de bonnes notes au niveau financier et même, pourquoi pas, émettre des bons sur les marchés internationaux. L'État haïtien a fait faillite après une commune est en situation financière intéressante. Vous êtes capable de détacher de l'État haïtien qui a fait mauvaise gestion par si on a une commune pour la gérer bien. Donc il est important de voir tout ça. Donc la décentralisation fiscale, et comment on arrive à calculer ça du côté du Vietnam, on a pris les dépenses publiques en ratio sur le PIB. Au Vietnam, c'est 30%. Je viens de calculer pour Haïti, nous sommes autour de 23%. Puisque nous avons un budget de 2 milliards, le budget actuellement c'est 1,8 milliard de dollars américains, pendant que la Jamaïque vient de voter un budget de 5 milliards de dollars américains. Votre budget rectificatif, c'est 1,8 milliard. La République dominicaine, c'est 10 milliards de budget. Tout ça, c'est pour nous faire analyse comparative. Nous ne pouvons pas gérer tête, c'est pour nous faire comparaison de tête par rapport à l'autre et de commune par rapport à l'autre. Donc, la gestion fiscale, donc, dans le projet du Vietnam, 17%, on a 30% de dépenses publiques sur le PIB, 17%, soit plus de la moitié, dépenses faites par qui est, faites par les communes. Et c'est comme ça qu'on va juger tout. Si je prends 22% par l'État haïtien, je me garantis 21 points quelque chose des dépenses centrales qui ne sont pas faites au niveau des communes. Donc si vous ne réalisez pas des dépenses au niveau communal, vous avez un grand monde pour que l'État dise que bon, combien de professeurs gagnent, combien de monde qui travaillent dans les travaux publics. Après pour dire l'argent ça, les voter dans le budget national là, ils ont transféré le baou, tout au pour ça là, on continue de la côte. Pour grand monde pour gérer l'espace dans la commune. Donc les dépenses publiques, c'est un indicateur. Qui est-ce qui dépense là? Qui est-ce qui fait écriture, qui fait chèque là? C'est fondamental en quelque sorte. Mais ceci dit, avoir cette décentralisation de la dépense demande également que vous puissiez mettre en place des politiques fiscales au niveau local et alignées aux dépenses et aux fiscalités, pardon, aux politiques nationales. Et vous devez rendre des comptes, mes amis. Nous, Haïtiens, pas demander une bagarre comme ça, parce qu'il faut faire une confiance. L'administration se fait à l'écrit, mes amis. N'allez pas comprendre que ces maires là, qu'on y a comptable à tout, et maire là pas oublié, non, point signature pour moi, non? Vous voyez que c'est on ne peut plus, ou t'as qu'à révoquer le même, mais c'est pas pour lui-même, c'est parce que si on ne pas passer écriture, ça, même c'est deux gouttes liées, c'est de la mauvaise gestion, c'est de la mauvaise gouvernance, il n'y a pas de reddition de compte. Donc vous devez avoir cet esprit de rendre des comptes. Donc la responsabilité des dépenses. Ensuite, les dépenses réalisées, vous devez pouvoir également déterminer après les dépenses quels sont les résultats, la performance au niveau santé, au niveau éducation. Un autre élément fondamental, le budget, ce n'est pas difficile. Mettez-le en tête, nous, il y a 5 postes importants dans le budget. En fait, à gauche, il y a les ressources domestiques, ce qu'on appelle les ressources propres, qui ne sont jamais suffisantes pour nous capables toutes les dépenses nouvelles. Nous obligés pour aller un don, qui est le deuxième poste là, au niveau des recettes. Lorsqu'on fait recettes plus dons, pas suffisant toujours, vous allez ajouter une troisième partie qui est le financement du budget. Donc, si une commune n'a pas de ressources propres, insignifiant comme vous voyez là, les dons, il y a bataille avec le gouvernement central là, et même la coopération internationale, très souvent, préfère passer par le gouvernement central là tout, parce qu'il faut prendre un mot, parce que c'est signé, les Nations Unies, toutes liées avec eux, et avoir le financement qui est la troisième partie, la dette locale, vous devez pouvoir avoir la capacité d'emprunter. Ce sont ces 3 éléments qui vont représenter vos recettes totales. Et de l'autre côté, il y a 2 parties, les dépenses du personnel, masse salariale là, avec les dépenses d'investissement. Maintenant, si vous avez un coût fonticob, à beaucoup, il y a un paquet de monde, vous augmentez votre masse salariale, vos dépenses de fonctionnement augmentent de manière considérable, et bien il ne restera pas d'argent pour les dépenses d'investissement, car les 17 objectifs ne peuvent être atteints qu'à partir des dépenses d'investissement. Voilà, mes amis, en moins de 5 minutes, comment que maire là
capable de spécialiste en finance, parce que le papa dans le chiffre, dans le détail, il dit, côté moi, je ne comme, donc population payée, comment pour me bataille pour me dans cette centrale-là, bon, de gestion, et comment, si que chaque année, nous fait non seulement Cour supérieure des comptes, faire audit là, il est bon si nous avons une firme externe qui reconnaît ou dit vient analyser tout côté pour moi. Après, remettre un document ou plaquer le national avec le nouvel liste ou mettez sur Internet, sans cacher, c'est peut-être pas obligé. Et si vous arrivez à obtenir des ressources beaucoup plus importantes sur les trois formes et vos dépenses sont bien réalisées, on voit les résultats. Je peux vous garantir, vous êtes le maire le plus compétent, le plus extraordinaire, car c'est rien de sorcier, mais c'est accepter cette gouvernance et OMRH, j'en parlais tantôt en quelque sorte. Donc ça va vouloir être plus long. Je dis qu'il faut une plus grande responsabilité au niveau des dépenses, il faut qu'il y ait de la transparence, la reddition de comptes, l'efficacité au niveau des dépenses. Vous devez avoir une certaine autonomie au niveau des revenus. Comment travailler pour qu'il y ait une réforme fiscale au niveau local, qu'il y ait de nouvelles relations avec également la DGI. Parce qu'on sait, dans un pays centralisé, vous n'êtes pas le seul cas, la France est la même situation. On se rapporte toujours au central. Donc comment mettre des structures en place pour pouvoir réaliser tout cela. Donc je terminerai en disant, est-ce qu'on peut faire tout ça? Je pense que oui. Ça demande de la volonté politique d'abord, et ça demande un renforcement de la gouvernance, les institutions. C'est ce que j'appelle le software. Vous avez de grandes possibilités, mes amis. On m'a demandé de parler de financement, mais vous avez pu voir, en dépit de ma formation, ce n'est pas l'argent pour nous mettre d'abord. Sur le bon l'argent, après qu'on y a là, pas de moyens, pas de structure, pas d'infrastructure, vous allez perdre en quelque sorte. Prenez cet exemple, il y a aux États-Unis un club de personnes qui ont gagné à la loto. Pas parce que c'est millionnaire, non? C'est les gens qui gagnent à la loto, qui perdent tout le cob là, et qui doivent gagner. Parce que depuis qu'un cob, vous ne pouvez pas. Pour pas qu'à gérer sortir gagnant, on vient plus, ce sera beaucoup plus difficile. Donc vous pouvez gagner la bataille, vous pouvez réussir. Je vous demande d'avoir votre plan de développement communal, votre petit document, tout ce qu'on va passer, comment mobiliser les fonds et avoir une gestion professionnelle. Merci et bonne chance à tous les maires du président de la Chambre. Jeunesse fait la confiance et les vieux sont anxieux. Enseignants d'Haïti debout, la nation nous réclame. Enseignants d'Haïti debout, le pays nous attend. Tambour l'école du temps, tambour de la nation. Faisons de bonnes leçons, visons la perfection. Enseignants d'Haïti, nous les jeunes cherchent des modèles. Enseignants d'Haïti sur nous, la nation
l'étranger. Les jeunes de notre pays ont perdu leur fierté. Enseignants d'Haïti, debout, l'histoire est oubliée. Enseignants d'Haïti, debout, pour refaire la patrie. Tant vaut l'école du temps, tant vaudra la nation. Faisons de bonnes leçons, visons la perfection. Enseignants d'Haïti, en nous les jeunes cherchent des modèles. Enseignants d'Haïti sur nous, la nation se repose. Les mots de l'ignorance menacent notre société. Nous autres pouvons encore tenter de les penser. Enseignants d'Haïti debout, divulguons le savoir. Enseignants d'Haïti debout, pour construire l'avenir. Tant vaut l'école du temps, tant vaudra la nation. Faisons de bonnes leçons, visons la perfection. Enseignants d'Haïti, en nous les jeunes cherchent des modèles. Enseignants d'Haïti sur nous, la nation se repose. Enseignants d'Haïti, debout, la nation nous réclame. Enseignants d'Haïti debout, Le pays nous attend. Enseignants d'Haïti, debout, l'histoire est oubliée. enseignants d'Haïti debout, Pour refaire la patrie. Enseignants d'Haïti, debout, divulguons le savoir. enseignants d'Haïti debout, Pour construire l'avenir. Je suis très honoré ce matin de pouvoir prendre la parole à cette cérémonie ô combien importante à l'occasion de la Journée nationale des enseignants. J'en profite pour vous remercier, vous m'excuser, de votre participation, de votre engagement en qualité d'acteur éducatif qui accompagne le secteur de la formation professionnelle dont je suis le secrétaire d'État. Pour renforcer le secteur de la formation professionnelle, il est essentiel de commencer par établir des bases positives dans le dialogue constructif et permanent, en reconnaissant le travail formidable et extraordinaire réalisé par nos enseignants, nos formateurs, nos professeurs, qui sont les acteurs de terrain au quotidien. Mesdames, Messieurs, le temps est venu d'apprendre à apprécier et à reconnaître le travail de nos enseignants à sa juste valeur. On ne pourra pas reconstruire ce pays, éduquer des milliers d'enfants, de jeunes citoyens, sans la présence de nos enseignants, de nos professeurs, de nos formateurs dans les salles de classe. La cérémonie de ce matin est le signe de notre engagement à valoriser le métier d'enseignant. Les professeurs, les enseignants, les formateurs jouent un rôle primordial dans la préparation de l'avenir de nos enfants et de nos jeunes citoyens. Qui mériterait plus d'être honorés que nos récipiendaires qui ont engagé plus de 25 années de leur vie au service de la jeunesse haïtienne? Je voudrais, au nom de mon chef de gouvernement, au nom de mon ministre et au nom du gouvernement tout entier auquel j'appartiens, exprimer à chacun
et à chacune de vous notre reconnaissance et notre considération. Non seulement pour ce que vous faites, mais surtout pour ce que vous êtes. Des partenaires responsables et dévoués, des enseignants authentiques, des fidèles au poste, des enseignants et enseignantes dans l'âme qui ont foi en l'avenir de notre cher Haïti. Vous marquez durablement plusieurs générations et vous continuez à faire œuvre qui vaille. Merci et chapeau. La nation tout entière est fière de votre travail. Votre tâche n'a jamais été facile. Je sais à quel point le métier d'enseignant est difficile, car je suis avant tout enseignant et copropriétaire d'établissements scolaires. Distingués professeurs, vous êtes les forgerons de la nation. La République vous confie ce qu'elle a de plus précieux pour sa pérennisation, son futur et son devenir. Cette journée de fête est pour nous l'occasion de réfléchir sur l'avenir du secteur de la formation professionnelle en Haïti. Le chantier est grand et immense. Attelons-nous à la tâche pour relever ensemble les défis. Encore et enseignants pour l'autre qualité d'éducation. Merci. Nous remercions le secrétaire d'État, M. Jean-David Genesté, pour ses propos. Il a dit que la formation professionnelle est un élément important, sinon essentiel, si l'on veut parvenir à un véritable développement de ces pays. Il m'en a parlé de 10 enseignants. Je les demanderai à l'instant, ces 10 enseignants venant du secteur, de se mettre debout pour que l'assistance puisse identifier ces 10 enseignants de carrière qui sont à l'honneur aujourd'hui, les 10 venant du secteur de la formation professionnelle. Il y a un peut-être qui manque. Alors, je cite les noms rapidement. Il s'agit de Alexis Jean-Joseph Luders, Calixte Yvon, Coriolan Rodrigue, Durand Lucien, du Canada Technique, Lahat Rochette, de l'école professionnelle de Jacmel, Logiste Joseph Luc, du centre professionnel des Cailles, Osias Kilik, de l'école professionnelle du Cap-Haïtien, Siméon Yvon, du centre diocésain des arts et métiers, Sœur Pierre-Louis Véronique, de l'école professionnelle Saint-Paul de Charles, et enfin Villefranc Jocelyne, de l'INFP. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Merci. Nous invitons les membres du groupe Angel Voice, encore des élèves de plusieurs classes, qui vont nous rejoindre pour encore saluer à travers un texte les enseignantes et enseignants qui sont à l'honneur aujourd'hui. Nous remercions encore son Excellence d'avoir voulu nous payer de sa présence aujourd'hui, son Excellence Élec Jean-Jean, ainsi que le ministre de l'Éducation nationale. Évidemment, on doit noter la présence des 2 secrétaires d'État, un secrétaire d'État à l'alphabétisation qui est allé avec nous aussi, ainsi que le secrétaire d'État à la formation professionnelle. Alors voilà, elles arrivent à l'instant, les membres du groupe Angel Voice, qui vont interpréter encore un autre chant pour saluer les enseignantes et enseignants ce jour qu'il a consacré. Alors, précisons que ce texte, c'est un honoré enseignant, le titre du texte, qui va être interprété par les élèves du groupe Angel Voice, de Saint-Préville, Rouchama, Bella, Jenny Ofara, Saint-Préville, Gemina, Pierre Fernandi, Présumé Eugénie, Fléché Medjine, Foucault, Sarafina, ainsi que Delbros, Vénia. Allez-y les filles. Éducation, c'est base développement. Nous tout abonnés pour nous pour changement. Nous pensons nous pour ça dévouement. Son professeur, pas ta vieille élève. Si on fait nous bien la relève, c'est avec eux on n'a pas avancé.
faut une vérité. Nous tous réunis, nous ayons harmonie, pour nous honorer tout professeur, pour nous mettre au pied, nous tous professeurs, nous ayons le niveau, pour nous honorer tout professeur, pour nous mettre au pied. Nous voulons pour tout si mon éduqué, nous voulons pour grand pour nous éduquer, nos belles sociétés. Nous avons harmonie, pour nous honorer tout professeur, pour nous mettre au pied, nous tous professeurs, nous avons le niveau. Pour nous honorer tout professeur, pour nous mettre au pied. Professeur, nous disons merci pour l'instruction qu'elle donne-nous. Nous pas qu'il l'aurait à toi, nous n'a pas l'amour, merci pour patience ou bonne assurance, qui n'a pas les mêmes, parce que c'est bon nous connaissance. Professeur, nous disons merci pour l'instruction qu'elle donne-nous. Nous pas l'homme et à voir nous, Napolo et l'amour, merci pour patience ou bonne assurance, que n'a pas les mêmes, parce que t'es à nous connaissance, parce que t'es à nous connaissance, parce que t'es à nous connaissance, n'a dit merci. Voilà, après la prestation des élèves du lycée Marie-Jeanne maintenant, on va boucler cette série avec les élèves du lycée Anténor Firmin. Éducation, c'est un cap fait au pas pays bataille. Si enseignant aux bonnes munitions contre toute ignorance pour une cas bataille. Et des fois aux bonnes punitions, chaque fois on déraille, chaque fois on changer. L'éducation est l'âme la plus puissante pour changer le monde. Il ne reste que ma plume pour écrire l'islam et changer le monde. Alors si l'éducation c'est clé, bah moi pour m'ouvrir porte la vie, bon professeur point stream, pour former pour monter un petit route pour me prendre la vie, pour monter un petit route pour me prendre la vie. Il y a des situations qu'on trouve des fois, devant sida par maladie. Donc on ne peut pas expliquer qui ça ressenti. Il y a travail ou pas toucher, mais pas aussi la maladie. Problème pour nous venir sous toute forme. Les venir sous forme joie, venir sous forme tristesse. Des fois pour bon plaisir. Donc on se table à bain notre élève même à tirer boulet. Je profite de ne pas décourager à travailler dans le faire. Nous pas bien, nous pas travailler pour un parti. Nous travaillons pour nous sauver une nation, pour nous sauver une patrie. L'éducation n'a pas de prix. Éducation, c'est âmes captées au pas petit bataille. C'est enseignant aux bonnes munitions contre toute ignorance pour une cas bataille. Et des fois aux bonnes punitions, chaque fois on déraille, chaque fois on changer. Gampil l'ignorant qui dit livre reste. Il ignore que la connaissance est l'ivresse. Alors, et de livre dans le livre. Et l'ivresse, c'est dans le livre toute connaissance chita. Il n'y a pas connaissance sur manger le coup chita et c'est bien. Et moi, tant pis. C'est-à-dire, je suis comme monsieur Yves. Ouais, moi, je suis plutôt Yves dans le livre. Et dans le livre, moi, chaque fois que je lis, je râle un livre, une bête, moi. Please. Je
Je te conjure, tant que tu lis, cherchez connaissance pour connaissance. Vous avez un gros coup de chapeau pour tout enseignant qui a enseigné. Pour faire comprendre que connaissance c'est science, connaissance c'est sens qui est censé la vie en sens qui fait presque tout insensé vient sensé, en sensé. Il y a un sensé qui n'en sensera, qui est sensera. Les mêmes tout enseignant qui a enseigné. On essaie de comprendre sacrifice ça. On baille une importance, on baille au valet et valet qui pas touché qui s'il fait à la terre qui pas coucher. Donc on baille une importance, on baille au valet. Il y a même qui fait comprendre pour ne pas arrêter seulement de battre monde, mais plutôt faire battre bête. Donc jamais pas jamais battre bête moins, mais plutôt battre bête moins pour me connaître. Pour me connaître, ouais. Éducation, ces âmes captées en pas après une bataille. C'est enseigner aux bonnes munitions contre toute ignorance pour une bataille. Et des fois aux bonnes punitions. Chaque fois, on les déraille. Ouais. Chaque fois, on les changeraille. Respect pour enseigner. Ouais. Vous répétez le respect pour tout enseignant. Ouais. Faut traiter ou enseigner. Les enseignants subissent l'hémorragie dans une société qui est enseignement. Ouais, malgré tout ça, on subit qui dit qu'on pas abandonner l'enseignement. Moi, je ne suis pas doué dans mathématiques, même mon professeur qui est Simon Sèche qui fait slammer, analyse, qui fait chanter algèbre. Je voulais honorer le professeur de l'Europe de l'Europe, je ne pas attendre qu'il mourir pour ma vie algèbre. Ouais, je voulais honorer tout le professeur. Ça qui montre écrit, ça qui montre me chanter, ça qui montre me dessiner. Et je voulais voir beaucoup de chapeau pour M. Fadoul qui fait me connaître grand destiné. Éducation, c'est un frappé au pas de bataille. C'est enseigner aux bonnes munitions. Chaque fois, on les déraille, ouais. Chaque fois, on les changeraille. Quand il s'agit d'éducation, arriver au lycée en ténor firmé, même le père de Smith ne peut pas oser lui traiter de petit homme. Ouais. Si l'éducation, c'est une âme, alors, pas bon 9 mm. Bon plume, bon kayak, bon professeur, et comme ça, on affronté la vie. Et si la jeunesse porte en fumée, ouais. Pas bonne cigarette, pas bonne bosse, bon encadrement. Et comme ça, on a une jeunesse qui comme il faut. Ouais. Parce que faut pas oublier que l'éducation, ouais. Il faut pas oublier que l'éducation, c'est ces hommes nous avons utilisé à clamiser pour nous cagoumer. Alors, ça nous prend plus pour un et prendre chimé l'école. On est directeur, professeur, on est l'école. On va au ça au mérité. Moi, je me dis, professeur, pas touché, je me sens milité. Pourquoi je m'en milité? Parce que pour nous, on va bouquer milité. Ouais. Je me dis, professeur, pas touché, moi, je me sens milité. Pourquoi je m'en milité? Parce que pour nous, on va bouquer milité. Des professeurs qui a meublé l'esprit, pour de la caille, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Moi-même, je me coupe bien devant directeur Smith, petit homme, devant mettre là dans le lycée Fritz-Pierre, lui, mettre Jean-François, mettre Séville, lycée Firmin, et comme, je ne sais comment dit Saint-Merci, mettre espagnol là. Ouais. Alors, on investit dans l'éducation. Ouais. Parce que pour aller là, nous avons une éducation qui baille vague. Une éducation qui abandonne, quand on la met à baille vague, ça veut une cause que le pays a des concours. Moi, ça fait mal. Donc, nous vivons pays qui concoratisé, patratisé, banditisé. Parce que nous ne pas éduqués. Pays qui mal helvétisé, démonétisé, dépendent de l'étranger. Parce qu'ils ne pas éduqués. Alors, on nous croit professeur, quoi directeur quand on court à l'école. Islam, un pays quand tout le monde a dérespecté, grammonisé, on appelle ça pays mal helvétisé. Pays quand tout le monde couche à grammonisé, on appelle ça pays zombitisé. Ouais, et le texte se termine ici. On appelle ça texte terminalisé. Nous allons. Mais les infirmiers ont un petit message pour nous. Sans prix. Les professeurs ont partagé nous sentons milité. Pourquoi je n'ai milité? Parce que pour nous, on n'a pas beaucoup milité. Alors, ça va mériter. Merci. Environ un mois et demi après mon installation à titre de titulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, j'éprouve un réel plaisir à observer une halte avec d'illustres représentants de la communauté éducative pour saluer les infatigables travailleurs de l'éducation à l'occasion de la Journée nationale des enseignants, ce 17 mai. Cette année, permettez-moi de vous annoncer ou de vous rappeler que la célébration se fait autour du thème « Encore enseignant pour une autre qualité éducation ». Chers participantes, chers participants, il s'agit pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle
d'une heureuse occasion de témoigner de sa reconnaissance envers celles et ceux qui se dévouent quotidiennement à l'instruction et à l'éducation de nos enfants. Chères enseignantes, chers enseignants, en vérité, votre travail n'a pas de prix, car vous construisez l'Haïti et le monde de demain par la qualité de formation dispensée à nos écoliers et étudiants et par la qualité des sacrifices consentis pour exécuter votre tâche. En dépit des conditions difficiles de travail, vous vous sacrifiez tous les jours à transmettre à nos enfants l'éducation, les savoirs indispensables à leur épanouissement et leur perfectionnement. Votre dévouement et votre contribution inconditionnelle, votre amour indéfectible témoigné dans la formation de nos enfants, font de vous, à juste titre, ces potomitans de notre système éducatif. En effet, vous donnez chaque jour du sens à la vie scolaire de nos enfants, du plus petit au plus grand, en leur permettant de rêver et de devenir de véritables citoyens, empreintes du sens de servir dans la perspective d'une Haïti renouvelée. Dans ce cadre, je me réjouis de présider cette cérémonie d'hommage aux enseignantes et enseignants qui s'inscrit dans une tradition visant à valoriser la profession enseignante et à faire miroiter aux yeux de nos jeunes d'autres modèles à imiter. Chers enseignants et chères enseignantes, aujourd'hui, je voudrais unir ma voix à celle du gouvernement et des enfants d'Haïti pour vous saluer et vous dire honneur et respect. Chapeau bas. Sachez que vous avez la reconnaissance des pères et mères de famille qui vous ont confié et qui vous confient encore leurs enfants qui ont cru et qui croient encore en vous. Ces 45 personnalités et enseignants émérites choisis parmi la grande cohorte d'enseignants traduisent la reconnaissance et la gratitude du gouvernement et de la société haïtienne à votre égard. Merci de continuer à guider nos jeunes. Merci de leur inculquer les valeurs du respect d'autrui, de la tolérance, du dialogue, de la solidarité, de l'amour du travail bien fait, de l'esprit d'équipe, du sens critique, du respect du patrimoine des aînés et l'amour de la patrie. Ce sont des valeurs qui tendent à disparaître, alors qu'il nous faut ce sursaut collectif et citoyen pour affronter les défis du nouveau millénaire qui impose la fondation d'une école citoyenne vers le développement humain durable. Je reste persuadé que l'enseignant doit être au cœur de l'action éducative et des actions de la réforme éducative engagée. L'école de qualité recherchée ne sera pas possible sans des maîtres qualifiés. Cela suppose donc la formation initiale et continue du personnel éducatif. Je me réjouis d'avoir eu à signer récemment le plan national de formation des maîtres, validé par les acteurs qui donnent les grandes lignes d'orientation pour la formation de plus de 150 000 enseignants, tant du secteur public que celui du privé. C'est un vaste chantier qui demande l'implication de tous les acteurs garants de l'avenir de l'école haïtienne. Le permis provisoire d'enseigner, qui doit conduire à un permis définitif d'enseigner, redonnera de la valeur au métier noble que vous exercez. Dans cette perspective, je compte sur la collaboration habituelle et renouvelée de l'ensemble des syndicats et du corps enseignant pour la mise en œuvre du dit plan de formation. Il reste entendu que cette démarche
ne constitue qu'un élément de la panoplie des actions à entreprendre pour améliorer la condition enseignante et du coût de l'école haïtienne. Le MNFP compte sur la contribution de toutes les forces vives de la République en vue de redonner aux enseignants leur place de choix dans la société. Avec tous les partenaires sociaux, en particulier les syndicats, j'espère que le dialogue social entamé par plusieurs de mes prédécesseurs, que je veux poursuivre, permettra de trouver ensemble des solutions viables aux problèmes qui affectent le secteur et qui nous interpellent tous. L'arrêté portant le statut particulier du personnel de l'éducation nous dicte déjà de nouvelles pistes qui valorisent le métier d'enseignant. Pour conclure, au nom de la communauté éducative et en particulier au nom de tous ces millions de jeunes qui bénéficient de votre savoir, de votre dynamisme, de votre engagement, je m'incline pour vous saluer, chers enseignants, chères enseignantes, qui travaillent inlassablement pour la formation de nos jeunes appelés à prendre la relève dans la nouvelle Haïti dont nous vivons tous. Respect et admiration à toutes les enseignantes et à tous les enseignants d'Haïti. Ensemble, continuons à œuvrer pour une éducation de qualité au bénéfice de nos enfants que nous chérissons tous et du pays tout entier. Merci. Nous remercions le ministre de l'Éducation nationale, M. Jean-Paul Anderson, pour ses propos. Il a dit que le dialogue social doit se poursuivre avec l'ensemble des partenaires et précisément les syndicats pour aborder les grands problèmes qui affectent le secteur et trouver des solutions viables. Arrive maintenant, mesdames et messieurs, le moment clé de la cérémonie avec la présentation des récipiendaires et la remise de plaques. Je voudrais tout d'abord rappeler que les enseignants ici ont été choisis, il y en a 40. Il y a 4 par direction départementale d'éducation, choisis suivant des critères précis, notamment l'esprit novateur, question de compétences, honnêteté, et au moins 25 ans de carrière, avec certaines considérations si on peut argumenter pour avoir des enseignants qui avaient moins d'années de carrière. Donc, c'est suivant ces critères, et aussi 5 personnalités qui sont là, ça fait 47, et les 10 autres venant du secteur de la formation professionnelle. Voilà, mesdames et messieurs, nos récipiendaires. Et on va passer maintenant à la remise de plaques. J'invite à l'instant le ministre, le Premier ministre évidemment d'abord, qui va nous aider à la remise de plaques. Les 2 secrétaires d'État qui peuvent nous rejoindre, ainsi que le directeur général, les directeurs généraux des 2 institutions, que j'invite à nous rejoindre ici et on va pouvoir remettre au fur et à mesure les plaques aux récipiendaires. Le ministre au centre et puis le ministre de l'Éducation à sa droite. Les 2 secrétaires d'État du côté gauche, les 2 directeurs généraux de ce côté. Merci. Les 2 secrétaires d'État ici. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons démarrer avec la remise de plaques avec une personnalité, une des 5. Nous regrettons qu'elle n'a pas pu en dernière minute nous rejoindre en raison d'un problème médical. Elle a 93 ans. Il s'agit de Madame Janine Laroche Vaval. Je vous l'ai dit, peut-être que vous n'allez pas le croire, quand on compte les années d'enseignement, mais les années où elle continue à accompagner l'école qu'elle a fondée, nous voulons parler du collège 4 Pressoir en administration, elle vient jusqu'à récemment au moins 1 ou 2 heures par jour, confirmée par le directeur de l'établissement, M. Guy Etienne. Madame Janine Laroche Vaval roule sur ses 70 ans de service à l'éducation. Mesdames et messieurs, un bon pour elle. Elle n'a pas pu bouger. Elle a aidé à la fondation du collège 4 Pressoir avec l'apport de son mari. Elle a fourni de l'appui à des écoles défavorisées en offrant des bourses d'études aux enfants démunis. Malgré ces difficultés, Madame Vaval, comme je vous dis, vient quotidiennement à l'école. Et c'est même cette année, c'est une belle coïncidence, le collège 4 Pressoir l'a honoré
récemment pour ses différentes années de service. Elle n'est pas là, mais c'est M. Guétienne personnellement et sa fille que nous invitons, M. Guétienne, qui va nous rejoindre ainsi que sa fille, qui sont présents, qui vont nous rejoindre pour recevoir la plaque que le ministère offre à Mme Janine Laroche-Vaval. 70 ans de carrière, mesdames et messieurs, il faut le faire. Un sens de service public à nous notre pareil. Alors, il faut souligner qu'aujourd'hui, le collège Quatre-Pressoirs est une des références de l'école haïtienne, avec un taux de réussite de 100% aux examens d'État. La renommée de l'école dépasse les frontières d'Haïti. Le collège Quatre-Pressoirs, qui est devenu en 2015 champion du monde du concours, le défi de réinventer l'apprentissage. Mesdames et messieurs, honneur et mérite à celle qui l'a fondé. Évidemment, un poursuivi aujourd'hui à travers le professeur Guétienne, dont nous saluons ici la présence à cette cérémonie. Merci encore. À présent, nous allons passer à une autre personnalité, le professeur Pierre-Marie Michel Pacquiao. Né le 30 octobre 1948, M. Pacquiao compte à son actif 41 ans de carrière. Détenteur d'une maîtrise en mathématiques et applications fondamentales obtenue à l'Université des sciences et techniques du Languedoc à Montpellier en France. Il a débuté sa carrière d'enseignant à l'étranger comme moniteur en premier et deuxième cycle à son institution de formation à Montpellier à partir de 1975, ce jusqu'en 1978. De retour au pays, il va enseigner les mathématiques dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur à partir de 1979 jusqu'à date, notamment à l'École normale supérieure, à la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, au Centre technique de planification et d'économie appliquée, à l'Université Quisqueya, à l'Université Lumière et au Centre universitaire Caraïbes. Pierre-Marie Michel Pacquiao a assumé la fonction de membre du conseil de direction de la Faculté des sciences pendant 3 mandats, de 1986 à 1998, de responsable du tronc commun Sciences Génie premier cycle et de la division scientifique de la Faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti. Il devient recteur de l'Université d'État d'Haïti et bénéficie de 2 mandats de mai 1998 à décembre 2007. Le professeur Pierre-Marie Michel Pacquiao, 41 ans de carrière. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Je précise que malgré les problèmes médicaux récents et une intervention chirurgicale il n'y a pas longtemps, le professeur Pacquiao suit de près l'évolution de l'enseignement supérieur en Haïti et continue à apporter ses services à certaines facultés de l'Université d'État. Hommage au professeur Pierre-Marie Pacquiao. Nous avons à l'instant Maître Joseph Mécène Jean-Louis, 45 ans de carrière, on le voit. Né le 6 mars 1949 au Gonaïves, Maître Jean-Louis débute sa carrière dans l'enseignement en 1971 comme professeur de lycée Lydiacois au Gonaïves après des études en droit. Il offre ses services à plusieurs collèges de sa ville natale, donc le diocèse de Saint-Paul, Immaculée Conception, Ebenezer et Saint-Pierre Excellent.
En 1997, il est aussi professeur à l'école de droit des Gonaïves, son institution de formation, où il devient le doyen de 2006 à date. Dans l'appareil judiciaire, il va gravir les échelons, passant de substitut du commissaire du gouvernement au Gonaïves en 1979, à la cour d'appel en 1982, au poste de juge à la cour d'appel de Gonaïves en 1990, et enfin au poste de juge à la cour de cassation à partir de 2011 jusqu'à date. Respect à maître Joseph Mécène Jean-Louis qui roule sur ses 45 ans de carrière, mesdames et messieurs. Le professeur Yves Dorestal, 41 ans de carrière, né le 28 décembre 1945. Après ses études classiques chez les frères de l'instruction chrétienne et au lycée Alexandre Pétion, il rentre à l'école normale supérieure, à la section de philosophie en 1965, où il termine comme lauréat de sa promotion. Boursier du gouvernement allemand, il poursuit ses études à Mainz pour sa maîtrise et ensuite à l'université de Francfort où il obtient un doctorat en philosophie, en psychologie et en philologie en 1974. Il débute sa carrière professionnelle à l'étranger à partir de 1975 jusqu'en 1995, où il va enseigner dans plusieurs pays, notamment au Honduras, au Nicaragua, au Chili, à Hambourg en Allemagne, comme maître de conférences. Il revient au pays en 1995, où il se consacre à l'enseignement à la faculté des sciences humaines, à l'École nationale des arts, à la faculté d'ethnologie, à l'École normale supérieure et à l'IFOP jusqu'à date. Il a été également doyen de la faculté d'ethnologie de 2000 à 2010. 41 ans de carrière pour le professeur, le philosophe Yves Dorestal. Honneur et mérite au professeur Yves Dorestal. On le connaît aussi pour son amour pour Romain, dont il anime plusieurs conférences. On le connaît, on le dit souvent, c'est un des gouverneurs de la Rosée, dans la lignée de la pensée de Romain. Merci au professeur Dorestal qui nous a permis aujourd'hui de l'honorer pour ses services rendus à la République. Professeur Dorestal, 41 ans de carrière. Mesdames et messieurs, vos applaudissements. Nous terminons avec la présentation de cette personnalité avec le docteur Kiss Jean-Marie, 36 ans de carrière. Né le 18 juillet 1941 à Hinche, dans le centre, docteur Jean-Marie compte 46 années de pratique médicale et environ 36 ans dans l'enseignement. Après des études classiques à l'école nationale Chalma et Peralt, au lycée du Marseille estimé et au lycée Alexandre Pétion, il fait choix de la médecine et entre à la fac de médecine en 1963. Un peu plus tard, il part aux États-Unis d'Amérique, à l'Université d'État de New York, où il poursuit des études en médecine avec plusieurs spécialisations. Revenu en Haïti en 1980, il va offrir ses compétences à l'Université d'État d'Haïti et à l'Université Quisqueya comme professeur. Il est un des fondateurs de la faculté des sciences de la santé de l'UNIC et du programme de maîtrise de santé publique de cette même université. Il a été président de la Société d'obstétrique et de gynécologie de 1986 à 1990. Amateur de foot, il a été président de la Fédération haïtienne de football de 1994 à 1998. Et enfin, aujourd'hui, il collabore avec le ministère de l'Éducation nationale comme recteur de l'Université publique du Centre depuis 2014 à nos jours. Hommage et respect à Dr Kiss Jean-Marie.
maintenant, après les 5 personnalités, on va passer à la cinquantaine d'enseignants et on va démarrer tout d'abord dans le département de l'Artibonite. On va faire appel à Madame Lucienne Desormeaux. Lucienne Desormeaux. Elle a débuté sa carrière professionnelle comme institutrice à l'École nationale de Bayonnais le 10 janvier 1975. Elle a 41 ans de service dans l'enseignement. On va faire appel à M. Marc-Charles Derville, toujours dans le département de l'Artibonite. Il est nommé professeur suppléant au lycée Fabre-Nicolas Geffrard des Gonaïves en 1976. Il a 40 années de carrière dans l'enseignement. Toujours dans le département de l'Artibonite. On va faire appel à M. Nicolas Saint-Fleury, dit Tinico. Il intègre en 1974 le Grand Séminaire Notre-Dame, option de philosophie et théologie. Il a débuté sa carrière d'enseignant en 1989 au lycée Sténio-Vincent de Saint-Marc. Il cumule 27 années de carrière. Honneur et respect à Maître Nicolas Saint-Fleury. Madame Carole Simon Luzéus, toujours dans le département de l'Artibonite. Née le 6 janvier 1959 à Marchand-des-Salines, elle est nommée en février 1984 à titre d'institutrice à l'École nationale de Beaucosel. Elle a 32 ans de carrière dans l'enseignement. Après l'Artibonite, direction vers le département du Centre, on appelle Madame Marie-Mona Bell. Née le 1er juillet 1965 à Thomonde, elle travaille dans plusieurs écoles, dont Saint-François d'Assise et l'École nationale Henri-Christophe de Cercle-à-la-Source. Elle a 25 ans de carrière. Madame Marie-Mona Bell. Madame Mona Bell, qui sera suivie de Madame Gina Témon-Compère, qui vient de Belaguerre, où elle est née en 2 mars 1963, nommée en 1991 comme professeure de communication au lycée de Charles-Marguerite. Elle y travaille jusqu'à date. Elle cumule 25 ans de carrière. Nous appelons donc Madame Gina Témon-Compère à nous rejoindre. Oui, rapidement. Madame Témon qui sera suivie de M. Jean-Robert Dubuisson, qui est né en 1963 à Mirbalet, qui débute en 1984 comme professeur de carrière et comme professeur de maths, qui a 32 ans de carrière. Il est aussi juriste, il est juge d'instruction et juge au tribunal de première instance de Mirbalet. Individu qui a toujours fait preuve de grand sens de responsabilité, de sérieux et de compétence. M. Dubuisson, que nous appelons à l'instant toujours dans le centre. Nous terminons le centre avec Jean Brissot-Hilaire, que nous appelons également à l'instant. Jean Brissot, qui est né en octobre 1957 à Pignon, qui devient instituteur en 1984 et qui a 32 ans de carrière, quelqu'un qui jouit de grand rayonnement moral dans sa communauté et qui est d'une conduite exemplaire. Monsieur Hilaire, que nous appelons à l'instant, avait se rapprocher pour sa remise de sa plaque. Et nous allons à présent dans le département de la Grand'Anse et on fait appel à maître au monsieur Weber Alcantin Bourdeau. Weber Alcantin Bourdeau. Il a fait son entrée dans la fonction publique comme enseignant à l'École nationale de Didon en 1993.
Il a 23 ans de carrière. Weber Alcantin Bordeaux. J'ai l'impression que la salle est fatiguée, mais nous savons nos enseignants et enseignantes. Je veux vous sentir, mes amis. Quand même. Bien. Madame Immacula Oxide, toujours dans le département de la Grand'Anse. Elle est nommée institutrice en 1984. Elle a 32 années de carrière. Immacula Oxide. Monsieur Jean-Louis Ernest Charlotin, toujours dans la Grand'Anse. Il est nommé instituteur en 1990 et devient directeur de l'École nationale de Bonbon en 2009. Il compte 26 ans de carrière. Maître Monsieur Jean-Louis Ernest Charlotin. Et on va terminer dans la Grand'Anse avec Monsieur Jean-Maxime Michel. Jean-Maxime Michel. Il devient en 1987 professeur de physique au lycée des jeunes filles et Nord-Alexis de Jérémy. Il cumule 29 années de carrière. Jean-Maxime Michel. Nous allons tout de suite dans le département des NIP. Nous allons saluer Madame Gerline Valdemar, qui est née en avril 63 et qui est nommée institutrice 184 à l'école Notre-Dame de Lourdes et qui est promue surveillante générale et qui est censeur en 2013 au lycée des jeunes filles. Elle roule sur ses 32 ans de carrière, une femme qui fait preuve de sens de responsabilité, de sérieux et de la collaboration et du devoir bien faire. Hommage à Valdemar Gerline, 32 ans de carrière. Madame Valdemar, qui sera suivie tout de suite de Madame Claudette Pierre-Louis Zidore, qui est née le 29 juillet 1959, où elle a été nommée institutrice 182. Elle roule sur ses 34 ans de carrière, Madame Claudette Pierre-Louis Zidore, que nous saluons, venant toujours du département des NIP. Et dans la suite, nous appelons M. Jacques Carmel Morisseau, né en juillet 54, qui est nommé instituteur en 78 à l'école nationale mixte de Lansavo, qui a été promu ensuite inspecteur en 90 à la direction départementale des NIP. Il roule sur ses 38 ans de carrière. M. Jean-Carmel Morisseau qui suit Mme Claudette Pierre-Louis Zidore. Donc, tout de suite, M. Jean-Carmel Morisseau. Et enfin, dans la suite de Jean-Carmel Morisseau pour le centre, nous avons M. Raguil Laramé. Raguil, semble qu'il n'a pas pu venir, mais nous saluons quand même sa présence et son travail comme instituteur et comme professeur. Donc, il est né en janvier 54. Il a été instituteur dans plusieurs collèges publics et privés et il roule sur ses 38 ans de carrière. Le directeur départemental ici présent pourra évidemment prendre sa plaque.